Bonjour Philippe Rier, merci d'accepter ce deuxième rendez-vous. Tu as été le premier à venir à ce rendez-vous du Club Lamartine et tu as En accepté effet, encore ce rendez-vous. Ben, merci. Au lendemain de la sixième allocution du président de la République, je voulais avoir ton analyse de son intervention. alors écoute, elle a la particularité, cette intervention, quand même, d'avoir, été accompagnée tout de suite dans la soirée et ça, c'est l'élément un petit peu sondagier que je relèverai parce que bon, on peut se moquer des sondages, les critiquer, et cetera, mais bon, après on peut comparer les sondages quand ils sont faits par les mêmes organismes et au même moment. Donc c'est la première fois depuis longtemps, depuis, très longtemps, sauf attentat terroriste, où là, il y avait peut-être pas le de sondage sur a-t-il été convaincant? Mais c'est la première fois après un discours de président de la République sur un sujet intérieur, je dirais, sur un sujet certes, une pandémie, c'est international, c'est un événement exceptionnel, mais ça a des conséquences en termes de choix sanitaires, économiques, et cetera, de choix régaliens également. C'est la première fois où on a eu 67 de gens sondés par Louis Harris en fin de soirée, qui ont qui l'ont trouvé convaincant. D'habitude, que ce soit Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, les scores étaient très, très faibles. Il y avait toujours une minorité pour le trouver convaincant. C'était 60, il n'a pas été convaincant. Cette ritournelle. Alors, par rapport à des thématiques économiques, etc., qui étaient loin de la pandémie. Mais là, même les autres interventions où il y a eu des sondages analogues, ça n'a jamais été aussi haut. Conclusion, je me risque à l'hypothèse, le parti de Emmanuel Macron, c'était d'embarquer les Français, d'embarquer quelque part les Français. Embedded. On sait qu'il y a un problème de défiance, on sait qu'il est pas aimé, on sait que la communication de l'exécutif n'est pas glorieuse, qu'il y a eu beaucoup de pataquès, on sait qu'il y a une montée des thèses complotistes, et là, il arrive, on y reviendra, sous une forme un peu inhabituelle, et finalement, on l'a trouvé sur le champ spontanément convaincant. Après, ça va sûrement baisser, mais sur le champ convaincant, donc plutôt prestation réussie. Est-ce qu'il n'a pas été convaincant parce qu'il a annoncé de bonnes nouvelles? Bah, il a pas annoncé que de bonnes nouvelles, parce que je trouve que les médias, qui voulaient forcément avoir de bonnes nouvelles, ont trop insisté ensuite sur plutôt des bonnes nouvelles, on va, l'ouverture des commerces, et cetera. Mais il y a eu des grosses zones d'ombre et il y a des catégories de population importantes, les restaurateurs, les responsables de centres de sport, les responsables de stations alpines, qui ont été gros gens comme devant. Bon, ils ont été très déçus et qui sont très remontés. Et par contre, c'est l'intervention du président de la République qui a suscité le plus d'aigreur, de mécontentement, voire de furie de certaines parties de ces catégories contre lui dès le soir, avec notamment les commerçants appelant à des manifestations, une manifestation nationale à Marseille. Marseille symbolique, contre Paris. Donc il n'est pas exclu qu'il y ait des manifestations, là pour le coup, à connotation un petit peu poujadiste, dans la rue, venant de ces catégories. Peut-être pas des alpins qui sont plus sages et des montagnards, mais en tout cas parce qu'ils peuvent se compenser peut-être, avec les vacances de février et de Pâques. Et puis d'abord, il n'y a pas de neige pour le moment. Bon, alors pour le moment, s'il y avait beaucoup de neige, enfin on verra comment ça va évoluer. Mais elles n'étaient pas encore ouvertes et loin d'être ouvertes. Mais concernant il n'y avait pas de bonnes nouvelles concernant, plusieurs catégories de la population. Et puis je sais pas, il y avait quand même un chemin de déconfinement ou d'allègement du confinement, parsemé de contrôles, de couvre-feu, bon, enfin, de précisions selon lesquelles on ne pouvait pas excéder les 30 kilomètres. Enfin, on était loin de l'ambiance post-premier confinement. Donc, j'ai pas trouvé que c'était des nouvelles véritablement merveilleuses. Non, le pari de Macron, là, ce soir, c'était d'embarquer les Français sur une période pouvant durer assez longtemps, où il fallait chacun être responsable, faire des concessions et que sinon il y avait la menace d'une reprise des mauvais chiffres, des cas de contamination, des cas de propagation, avec des épées de Damoclès évidemment sur la reprise de certaines activités. Et on va le voir très vite. L'heure de vérité, elle sera en janvier, post-fête de Noël, si ça reprend ou si ça ne reprend pas les cas de contamination. Et là, il y a effectivement une épée de Damoclès sur la reprise mi-janvier des restaurants et des bars.
on a vu que les médias n'avaient pas retenu par rapport au 15 décembre le paramètre si la situation sanitaire était positive. Guillaume Rosier, qui est le responsable de Covid Tracker, et Jean-François Delfrézy, du président du conseil scientifique, ont dit qu'on ne passerait pas le seuil des 5000 malades par jour avant la mi-décembre. Alors, Pas ce la, seuil, pas la mi-décembre, excuse-moi, le 24 décembre. alors, ce seuil, il n'est pas sur un jour particulier. Il est sur une moyenne d'une semaine. Alors, moi, j'estime quand même qu'on est plutôt dans les 15 à 20 000. Bon, effectivement, plus ça va aller, plus ça va baisser, plus ça sera dur effectivement à réduire, à passer pendant 7 jours en dessous des 5 000. Mais quand même, lundi dernier, qui est un jour où les chiffres sont régulièrement les plus bas, parce que beaucoup de laboratoires sont fermés le dimanche, etc., on était à 4 600, 4 700. Bon, là, on est remonté autour de 10 000 hier. Bon, il n'est pas évident. Moi, personnellement, bon, au vu de ce que disaient les experts qu'on entend beaucoup dans les médias, je m'attendais à des chiffres qui baissent moins vite qu'ils ne baissent. Et là, après, bon, on verra, hein, mais je n'exclus pas que. Alors, je n'exclus pas que d'ici 15 jours, on soit assez bas, à 5 000, mais je n'exclus pas que ça remonte avec la multiplication des contacts qui vont se produire à partir du week-end prochain dans les commerces et dans les transports. Plus de gens vont être mathématiquement dans la rue, dehors, sortis. Et forcément, il y aura des comportements de relâchement que je constate personnellement depuis 3 ou 4 jours, depuis qu'on sent que ça va mieux. Il y a beaucoup plus de masques qu'on voit sous le manteau. Ça, j'avais observé ça après le premier confinement. C'est moins cachant le nez, c'est sous le menton. Donc ça, c'est où je l'ai au cas où il y a la police, où il y a un contrôle de police. Mais il y a une application moins vertueuse et moins complète du masque sur la figure depuis le début de la semaine, je dirais. Pourquoi le président de la République a pris un tel risque? Eh bien, il a pris d'un tas de risques parce que je pense qu'il adore être dans ces situations au bord du volcan, dans une situation un petit peu limite, borderline. On l'avait vu au moment des Gilets jaunes. Il n'est jamais autant excité, motivé et dans sa solitude créatrice. Vous savez qu'il y a des angoisses créatrices. Chirac est un angoissé, mais c'était favorable, créateur. Et lui, je pense qu'il a une espèce de... Il aime le danger, le risque, et à ce moment-là, il devient plus clair, plus prophétique, et il a envie d'emmener ses troupes, emmener la population. Je pense qu'il se sent bien dans ce genre d'atmosphère. Ben là, je crois, c'était quand même l'arrière-plan de cette intervention. Moi, je considère cette intervention, c'est le signal c'est quasiment le début de la campagne présidentielle. Je pense que là, ce discours, cette intervention, elle décrit une situation, la situation des prochains mois, et les prochains mois nous amènent forcément au début de la campagne présidentielle. Donc, il s'installe vraiment dans une période où c'est lui qui est seul et qui fait un pari. Alors, il peut le gagner ou le perdre. D'autres l'ont essayé de tenir le coup, puis ils l'ont perdu, confère Donald Trump aux États-Unis. Mais lui, il pense avoir suffisamment d'informations, de matières, de référents, de gens qui le conseillent. Je pense qu'il a pris goût à la chose aussi. Je pense qu'il n'était pas du tout fait pour traiter ce genre d'épidémie sanitaire. Vous imaginez un banquier de Rothschild précipité à diriger un pays et à diriger la première peste, entre guillemets, du XXIe siècle. C'est quand même quelque chose du jamais vu. Je pense qu'il a eu du mal à s'y mettre et que là, il se dit qu'il peut gagner ou tout perdre, mais c'est un incurable optimiste qui peut tout gagner sur une prise de risque maximum, quoi qu'il arrive. Si les chiffres s'améliorent et s'il n'y a pas de troisième vague, banco, et ça se présentera bien pour lui, surtout que les vaccins vont arriver d'ici 3 mois. On peut supposer que les gens vont se vacciner, etc. Et donc, les cas de contamination vont être moins importants. Et s'il y a une rechute, eh bien, très vite, elle ne nous prendra pas par surprise, comme la seconde vague. Elle sera anticipée, la troisième vague. On verra dès janvier, hop, on passera à 10 000 au lieu de 5 000. Ça montera un peu. Et là, on verra que la variable, c'était bien nos comportements humains, nos comportements responsables de consommateurs, de gens qui vont dans les commerces, les restaurants, etc. Il pourra dire aux Français, bon, voilà, ça y est. Ça y est. Maintenant, les
les complotistes et ceux du conseil scientifique qui se sont bouffé le nez, je dirais vulgairement, pendant des mois et des mois. Voilà, maintenant on sait comment l'épidémie se propage. Suivez-moi et on va continuer. On resserrera un peu la vis ou on assouplira un petit peu le dispositif. Tu parles de la présidentielle, mais avant la présidentielle, on va voter 2 fois, les départementales et les régionales. Ça serait très logiquement déplacé à la fin juin. Anne Hidalgo a fait une attaque très surprenante ce week-end. Elle a attaqué les Verts sur leur rapport à la République. Est-ce que c'est en prévision des régionales où les partis politiques vont se jauger comme une forme de primaire à cette présidentielle? Je pense que c'est sur moi, son inconscient qui a beaucoup parlé. Je pense qu'elle est toujours dans le contrôle et qu'elle fait peu de gaffes. Là, ça a été perçu comme une gaffe. D'après mes informations, c'est à la fois une gaffe et à la fois, elle voulait dire ça d'une certaine manière, mais elle a sous-estimé l'impact de se laisser aller verbal. Elle a été ulcérée du comportement des Verts, du groupe Vert, de certaines personnalités du Vert, de la présidente du groupe Vert, qui est moins connue que les grands chefs Verts, Bayou, etc., mais avec qui elle a des relations mauvaises. Elle a été ulcérée par ce comportement lors de l'hommage à Paty et du sujet de l'élément de procédure qu'ils ont invoqué pour demander peut-être un report de la décision d'octroyer un endroit, un lieu de souvenir pour l'enseignant Paty, sachant qu'en fait, il faut qu'il y ait un espace de temps en général de 5 ans avant qu'on réalise ce tel projet aboutisse. En fait, elle a voulu aller vite, la mère, et elle n'a pas compris qu'on chipote un petit peu sur un élément de procédure. Donc là, elle a très très mal vécu. Elle a trouvé que c'était pas malin. Et je pense qu'elle a assumé dans une interview, c'est elle-même qui a lancé le propos et qui s'est un petit peu égarée dans une digression bien sentie, mais il fallait que ça sorte. Il fallait qu'elle le dise, mais elle a sous-estimé l'impact. Mais quelque part, je pense qu'elle fait partie de ces politiques hommes-femmes qui aiment bien déminer très longtemps à l'avance des situations compliquées. Elle veut dire les choses pour que dans l'opinion, au-delà des Verts et dans l'opinion générale parisienne, au-delà des camps, ben on se dise ah mais cette femme, même dans l'opinion nationale, elle a quand même de la trempe, elle a quand même une colonne vertébrale. Par les temps qui courent, il y en a peu qui ont des colonnes vertébrales, il y en a beaucoup qui sont un petit peu versatiles. Anne Hidalgo, elle a le mérite, son principal atout, c'est on sait qui elle est certes très écolo, mais on sait elle a une colonne vertébrale. Donc voilà, je pense que vis-à-vis de l'opinion publique en général, elle a marqué des points. Vis-à-vis des Verts, pour le moment, elle est un petit peu affaiblie, sachant que ça redonne une chance à Yannick Jadot, alors que c'est ce qui s'est un rapprochement avec Éric Piolle. Éric Piolle, le plus à gauche des Verts, et c'est ce qui s'est un rapprochement. Éric Piolle est sans doute plus populaire, et s'il y avait une primaire chez les Verts, émergerait, on pourrait penser qu'il s'efface ensuite, ou qu'il deal avec Anne Hidalgo pour la propulser candidate d'une union de la gauche. New Look, avec Yannick Jadot, c'est différent. Il se veut plus centriste et il se veut plus une alternative au PS. Et il n'envisage pas du tout de rapprochement avec Anne Hidalgo. Donc, une bévue, une maladresse qu'on ne lui connaissait pas beaucoup, mais qui en fait peut être calculée et rattrapable, parce que je pense que les Verts ne soient pas en position de force en ce moment pour casser la vaisselle, pour partir, pour quitter une majorité. Voilà, et je pense que ça va se raccommoder et qu'il y aura d'autres. Voilà, il y aura des relations un petit peu perturbées, mais on est loin de la présidentielle. Mais est-ce que le fait de rapprocher la présidentielle, les régionales, les élections régionales aussi proches de la présidentielle, ça ne va pas un peu perturber les écuries politiques? Et de fait, est-ce que cette élection régionale ne va pas devenir une forme de primaire, de pré-primaire aux candidatures ou aux pré-candidatures à la présidentielle? Si vous avez raison, de pré-primaire ou de banc d'essai, si vous avez totalement raison. D'abord, ça pousse la plupart des partis à se dire que bon, ben, il ne faut pas choisir son candidat avant les régionales. Donc, le choix du candidat à la présidentielle ou des éventuelles futures primaires, ce n'est pas avant l'automne prochain. Et puis, pour le moment, c'est la crise sanitaire. Donc, ce n'est pas le moment de faire des plans sur la présidentielle. Et donc, on se consacre au régional. Bon, il y a quand même aussi un bémol, il y a une nuance qu'on peut aussi apporter. Il n'est pas
sûr à 100% que ces élections intermédiaires, régionales, locales, aient lieu en juin. Imaginons que le virus circule de manière pérenne encore au printemps. Bon, maintenant, on sait que pour qu'il y ait les partis veulent que pour qu'il y ait un scrutin, il y ait une campagne, et que la campagne, ça ne soit pas simplement sur Zoom, et qu'il faut une campagne physique. Donc, il faudra des, des conditions très particulières de, d'éradication ou sinon d'affaiblissement du virus pour qu'on puisse refaire campagne et faire ces élections. Et certains disent que du côté de la REM et de l'Élysée, on n'a pas perdu l'idée de, finalement, s'il y avait un cas de force majeure, de laisser reporter à l'après-présidentielle ce scrutin. Donc, ce qui changerait encore tout. Donc, il y a plusieurs fers au feu. Normalement, néanmoins, ces élections sont prévues en juin. Tout choix sur les candidats à la présidentielle sera décalé dans les partis de gouvernement à l'après-régional, sachant que Mélenchon et Marine Le Pen sont en ordre de bataille. Chez les Républicains, l'AREM, PS, Écolo, tout est repoussé à l'après. Et c'est sûr que du score de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France dépendra un petit peu son sort comme candidat favori pour l'instant pour représenter les Républicains. Il y a Laurent Wauquiez aussi qui se met dans les starting blocks un peu plus. Oui. Effectivement, on voit bien que les présidents de région sont en train de monter. Alors, Laurent Wauquiez refait parler de lui, mais c'est à double détente. C'est-à-dire qu'il avait disparu complètement du paysage politique. Alors certes, il donne l'impression de s'exprimer au niveau national, mais avec beaucoup moins de polémique qu'avant. C'est toujours dans un esprit un petit peu plus constructif. Et je pense qu'il cherche aussi à retrouver une espèce de aura nationale pour crédibiliser sa nouvelle candidature à la tête d'Auvergne-Rhône-Alpes et d'assurer de bons reports avec l'aile centriste, qui est aussi importante. Il avait fait équipe avec Patrick Mignola, qui est aujourd'hui président du groupe centriste, du groupe Modem, et qui est macroniste. Il avait fait équipe avec ces gens-là. Là, pour le moment, sa majorité, elle est réduite aux acquis, elle est réduite aux Républicains. Et les Républicains, ils ont bu la tasse quand même à Lyon. Et en même temps, Laurent Wauquiez, il ne veut pas faire d'accord non plus avec le RN. Donc, pour qu'il ait un bon score, il faut quand même qu'il refasse parler de lui en se montrant moins disruptif, moins cassant, une image un petit peu plus constructive et rassembleuse. Ça ne veut pas dire qu'ils se mettent en piste forcément pour la présidentielle, où je pense qu'il n'aurait pas beaucoup de soutien pour cette présidentielle-là. Alors, on voyait, on en avait parlé lors de notre dernier rendez-vous, les anciens présidents qui sont dans les starting blocks. Alors, certains sont un peu embêtés par la justice, d'autres parcourent les médias. On voit d'anciens ministres, Valls et Montebourg, parcourir aussi les plateaux. Est-ce qu'à gauche et à droite, les anciens, c'est un recours ou une probable candidature? Ça dépend ce qu'on appelle ancien. Il y a ancien et très ancien. Il y a les anciens qui ont été au sommet, comme Sarkozy, Hollande, puis il y a des anciens comme Montebourg, mais qui sont des jeunes anciens. Hidalgo, elle est là aussi depuis un moment. Bon, candidat à la présidentielle, on peut légitimement penser que ce n'est pas le porte-parole de l'AREM ou des Républicains qui a vocation à concourir. Donc, c'est forcément des anciens. Et tout le monde est un peu ancien à l'aune de Emmanuel Macron, qui reste jeune et qui, au bout de 3 ans, certes a vieilli, certes son visage s'est creusé, certes il est marqué, certes il cohabite avec des aînés, des seniors, mais il conserve une image de jeunesse. Et donc, ça sera dur d'être compétiteur sur ce seul critère de jeunesse, de forme, d'allant, etc. Il me rappelle à une autre époque où on n'avait sans doute pas connu Jacques Chaban-Delmas, ou Jean-Jacques Savant-Chabert, qui étaient des politiques physiques, qui bougeaient, qui incarnaient la jeunesse, dans des camps différents, mais incarnaient le renouveau, la jeunesse, la disruption déjà. Donc face à ça, il est difficile de jouer tout à fait dans la même catégorie. Donc c'est forcément des anciens, surtout à droite. À droite, bon, on peut penser que Nicolas Sarkozy est un peu embarrassé par ses affaires. Hein, pour le moment, voilà, c'est surtout son entourage qui souhaite qu'il revienne. Et dans un chaos complet du pays, mais on n'en est pas là. Il pourrait lui aussi avoir rêver et peut-être revenir, mais moi je n'y crois pas beaucoup. François Hollande, lui, il adore
continuer à exister, orienter, à peser, et toujours il pense au petit trou de souris qui pourrait lui permettre de revenir au cas où, au cas où. Bon, c'est sûr qu'à gauche, les deux qui ont émergé depuis quelques semaines, pour des raisons différentes, c'est parce qu'elle est en situation, Anne Hidalgo, elle est redevenue réélue maire de Paris. Bon, puis c'est une femme. Donc là, c'est différent, c'est une offre différente, évidemment, par définition, par rapport à Emmanuel Macron. Et Montebourg, qui lui, ils ont fait équipe dans le même ministère à Bercy. Ils ne s'aimaient pas beaucoup, mais là, pour le coup, ils se détestent. Et pour le coup, Montebourg a cet avantage de ne pas être passé dans une grande banque, dans un grand groupe, mais d'avoir voulu être petit entrepreneur. Et il lance des petites activités avec des partenaires différents, dans les amandes, dans les glaces, dans le miel. Voilà, il a tout un tas d'activités comme ça. Il a un petit côté petit entrepreneur. Alors ça, c'est une tradition de gauche aussi, de petit entrepreneur chez les radicaux de gauche. Ça peut parler aussi à des gens. Et puis, il a un discours quand même antimondialiste, souverainiste, qui est dans l'air du temps. Quant à droite, la droite, ben, là, on voit que deux qui émergent. Un qui pourra avoir des chances s'il y avait de vraies primaires, avec un vote limité aux républicains, ça serait Bruno Retailleau, parce que je pense qu'il serait, il serait, il serait le favori s'il y avait un corps électoral très resserré à LR. Si c'est à l'ensemble de la droite, ça serait un petit peu différent. Et puis l'autre, c'est Xavier Bertrand. Il est pour le moment à l'extérieur, mais tous les dirigeants que je croise de LR vous disent que c'est lui qui a l'équation la plus, qui a le plus, qui coche le plus de cases, qui a l'équation la plus complète et qui peut faire l'unanimité. Celui qui le déteste le plus, celui qui l'aime le moins, curieusement, c'est Nicolas Sarkozy, qu'il n'a jamais apprécié. Peut-être ressemblance physique concernant la taille, peut-être une espèce d'arrogance parfois du côté des deux. Ils sont vindicatifs, ils sont un peu teigneux. Ils ne sont pas complémentaires. Ils se sont toujours un petit peu querellés. Et ils ne s'apprécient pas beaucoup. Nicolas Sarkozy n'apprécie pas beaucoup Xavier Bertrand, et Xavier Bertrand a trouvé insupportable quand il était ministre Nicolas Sarkozy. Les choses sont restées ce qu'elles sont. Voilà, pas les mêmes origines, pas les mêmes ambitions, mais peut-être la même ambition à la présidentielle. Voilà, mais enfin, tout est à faire. Hein. Une dernière question sur l'international. Biden a gagné les élections. Trump a entamé sa reconnaissance de cette défaite. Est-ce que ça pourra et ça aura un impact sur notre politique nationale, cet exemple de la Ah bah oui, présidentielle? je pense qu'il va y avoir très vite, on va s'en apercevoir. Dès le mois de janvier, d'abord, je pense qu'il y aura un premier voyage du président Biden en Europe. Je pense que c'est clair. Alors, il y aura peut-être deux étapes dans ce voyage, mais je pense que la première étape devrait être par galanterie, Angela Merkel, avec tout ce que ça représente. Puis Angela Merkel, elle s'approche de la retraite, de la mise à l'écart, hein, vu que c'est sa dernière année, 2021. Donc, hommage à la dame. Et puis en plus, et après, je pense qu'il y aura une seconde étape à Paris. Bon, et là, vous n'imaginez pas le nirvana politique dans lequel vont être nos élites, comme disent les Trumpistes, nos élites médiatiques, politiques. Enfin, ça va être un concert de louanges, ça va être, bon, je ne sais pas si on sera en confinement, mais on essaiera de voir Kamala Harris et Biden de traverser les rues de Paris, etc. Ça, j'en suis convaincu. Ça va être quelque chose de croquignolé. Et puis surtout, il y aura la préparation du retour des États-Unis dans l'accord de Paris. Paris, c'est une ville, cet accord de Paris, il l'a cité à tout bout de champ pendant sa campagne. Et ça, les modalités de ce retour risquent d'être proprement sidérants et satisfaisants pour l'équipe Hollande, l'équipe Macron, Laurent Fabius, Ségolène Royal, qui étaient des acteurs de cette COP 21. Et je pense qu'on va s'attendre en début 21 à des moments délicieux de fraternité franco-américaine comme on a rarement vu. Aujourd'hui, Biden nous a dit qu'il voulait guider le monde. Alors, guider. C'est plus Make America Great Again, c'est guider, inspirer le monde. C'est pas non plus guider le monde dans le sens Bush, en faisant la police au Koweït et en Irak, mais c'est le retour au multinational, au multilatéral, à des valeurs de solidarité, le care, le souci des pauvres, la lutte contre la pandémie, l'écologie, etc.
Donc là, de ce point de vue-là, ça va être que positif de ce point de vue-là. Et puis il a le bon goût de choisir des personnalités très francophones, Biden, avec son nouveau secrétaire d'État aux Affaires étrangères, avec John Kerry. Donc il a un ministre des Affaires étrangères qui parle comme vous et moi admirablement français. Et donc ça va être extraordinaire. Ça va être un merveilleux porte-parole de la nouvelle administration. Alors après, il y aura le problème du rapport des États-Unis par rapport à la Chine. Bon, il ne faut pas que, en même temps, je pense que les États-Unis resteront assez durs face à la Chine, et il faut que nous restions avec une position équilibrée, évidemment, entre les États-Unis et la Chine. Et où on aura le plus de mal par rapport à l'administration Biden, c'est sur les GAFA. On veut faire payer les GAFA, en gros, hein, puisqu'on n'a plus de sous, on veut continuer à s'endetter, et on imagine qu'on ne fait plus payer les riches sous Emmanuel Macron, mais on veut faire payer les riches GAFA. Bon, les riches GAFA, comme par hasard, c'est des Américains, pour l'essentiel. Bon, avant Alibaba. Hein, bon. Donc là, ça va être serré, parce qu'on sait qu'il y a des relations étroites, mais peut-être grâce à Biden, on va peut-être arriver. On peut espérer le meilleur, comme on peut espérer de nouvelles anicroches, de nouvelles incompréhensions et de nouvelles difficultés. Nous verrons l'année prochaine. En tout cas, merci Philippe. Philippe Rier, spécialiste en journaliste politique. Euh, Merci. on, on se donne rendez-vous peut-être avant la fin de l'année pour voir si ces phases, ces multiphases ont évolué. Oui, Et oui, puis pour se souhaiter la bonne année, exactement. Merci Philippe. avant les fêtes de Noël. À bientôt. À bientôt Au revoir, Philippe. Lionel. Au revoir. Ciao. Ciao.